Il s'est créé à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, une chambre juridique agro-pastorale. Cette chambre a pour but d'accompagner les exploitants agricoles dans ces domaines qui sont justement les leurs. Mais quelles sont les motivations qui ont poussé l'initiateur de cette chambre juridique à mettre en place cette structure? Quelle est la mission, quel est le rôle de cette chambre juridique? Vous poserez certainement la question de savoir que vient faire le droit en cette matière essentiellement agricole. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans votre magazine Droit pour tous. Et pour en parler, sur ce plateau, nous avons le réel plaisir d'avoir pour vous Maître Kapeta Mboyo, qui est avocat, juriste des professions, praticien du droit au quotidien. Maître Kapeta, bonjour. Bonjour, Monsieur Nico. Vous allez bien? Ah oui, ça va. Droit pour tous a le plaisir de vous avoir aujourd'hui sur son plateau pour échanger autour de cette chambre juridique que vous venez de mettre en place en tant qu'initiateur, chambre juridique agro-pastorale. Pourquoi? Merci beaucoup pour votre invitation. La chambre juridique agro-pastorale vous remercie pour cette opportunité. Nous sommes une chambre juridique agro-pastorale. C'est un bureau d'études, mais concentré pour le secteur agro-pastoral. Et votre question, c'est celle de demander pourquoi cette chambre juridique agro-pastorale. Évidemment. Nous sommes là pour accompagner, assister et conseiller les exploitants agro-pastoraux. Voilà pourquoi nous avons eu cet honneur de créer cette chambre qu'on appelle chambre juridique agro-pastorale. Et je voulais rectifier quand vous avez dit que non, cette chambre est créée à Kinshasa. Effectivement, la chambre est créée à Kinshasa, mais nous disons que la chambre a vu naissance à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Mais la vision de la chambre, ou bien son champ d'activité, concerne le monde entier. Donc nous sommes, monde entier. Voilà. Même ceux-là qui sont en dehors de la République démocratique du Congo sont concernés. Sont concernés dans la chambre agro-pastorale. Et vous pouvez les accompagner évidemment aussi en cas de besoin. Oui. Oui. Alors, comment se présente d'emblée la santé de cette chambre juridique que vous avez justement l'honneur ou les privilèges de piloter? Bon, la chambre est là, la chambre existe depuis 2020 et nous sommes là. Il fallait réunir tous les documents pour son existence, ce qui a été fait. Il fallait entrer en contact avec les autorités au niveau national comme au niveau international. Quand nous parlons des autorités, c'est-à-dire l'État congolais, et ailleurs, il y a des organismes internationaux que nous avons eu à contacter et qui tous sont d'accord pour l'existence de la chambre. Donc voilà, et depuis 2020, nous sommes en bonne santé. Donc la chambre est en bonne santé. On parle des motivations. Quelles sont ces motivations qui vous ont poussé justement à les mettre en place? On sait que vous êtes avocat, vous êtes praticien du droit, vous devez vous occuper des questions, des matières qui se passent au niveau des cours et tribunaux, ce qui est normal dans le cadre de votre profession, mais vous mettez en place cette structure. Quelles en sont les motivations? Voilà, Monsieur Nico, nous voulons vous dire que notre motivation est due à un problème sérieux qui ne concerne pas seulement la RDC, mais l'Afrique et aussi le monde entier. C'est le problème lié à l'auto-insuffisance alimentaire. Ce problème-là, c'est un fléau pour le monde entier. Et pour qu'on puisse résoudre ces problèmes, il faut que le secteur agro-pastoral soit
en mesure de répondre aux besoins de la population. C'est-à-dire qu'il y ait une production suffisante pour que la population, quand je parle de la population, je ne parle pas de la population congolaise seulement, ou bien la population africaine, je parle de la population dans son entièreté, c'est-à-dire le monde entier. Et il faut que cette population-là arrive à être satisfaite par leurs besoins d'alimentation. Et c'est comme ça que nous sommes dit, nous ne pouvons pas laisser ce secteur agropastoral, qui est un secteur très important, sans qu'il y ait une organisation, sans qu'il y ait des mécanismes d'accompagnement et sans qu'il y ait les structures d'encadrement. Voilà pourquoi on a été motivé de créer cette chambre appelée la chambre juridique agro-pastorale. Et il y a aussi l'une des motivations, c'est les slogans du chef de l'État. Lorsqu'il dit, c'est le moment, le chef de l'État, quand nous parlons du chef de l'État, nous parlons du chef de l'État de la République démocratique du Congo, parce que nous sommes présentement en République démocratique du Congo. Qui, il dit dans l'une de... Dans son programme d'action. Dans son programme d'action, que c'est le moment où le sol doit prendre la relève par rapport au sous-sol. Et je crois que la plupart des gens n'ont pas pu comprendre ce que le chef de l'État voulait dire. Le chef de l'État voulait dire que non, c'est le moment où le secteur agro-pastoral doit prendre la primauté par rapport au secteur minier. Et je me rappelle, le chef de l'État y a soulevé ça lors de son discours en 2023, cette année, au Sénégal. C'était les sommets liés à l'agriculture. Le chef de l'État a soulevé ça. Que c'est le moment où le sol doit prendre sa primauté par rapport au sous-sol. Et cela nous a aussi tiqué pour dire que non, c'est le moment d'organiser le secteur agro-pastoral pour que ce secteur puisse prendre ce pouvoir-là par rapport au sous-sol. Donc voilà. Alors, je l'ai dit, vous êtes avocat, mais les téléspectateurs qui nous regardent savent que la matière agricole, cette matière dont vous faites allusion, la matière dont vous accompagnez les exploitants, est une matière essentiellement agricole, et que donc ce sont des exploitants agricoles qui ou d'autres personnes qui travaillent dans ces secteurs qui peuvent s'intéresser. Mais aujourd'hui, vous, en tant qu'avocat, vous venez de mettre en place votre chambre juridique. Qu'est-ce qu'il vient faire dans cette matière, la chambre juridique, ou, disons-les, que vient faire le droit dans cette matière? Oui, merci beaucoup, Monsieur Nico. Le droit, je peux vous dire que non, c'est une discipline qui est au centre de tout. Bon, je ne peux pas dire que non, c'est une discipline mère, mais vous allez trouver les droits partout. Au centre de la vie humaine. Au centre de la vie humaine. Voilà. Le droit vient pour orienter. Le droit vient pour harmoniser. Le droit vient pour accompagner et assister. C'est comme ça que on appelle la chambre, bon, on appelle chambre, mais c'est un bureau d'études. Bureau d'études. Voilà. C'est pour encadrer, pour accompagner et assister les exploitants agro-pastoraux. Et je peux me demander, nous allons les accompagner comment? Évidemment, c'est la question qui allait vous être posée. Voilà. C'est par des textes. Des textes des lois. Des textes des lois. Nous allons chercher comment à les sécuriser conformément à leurs besoins. Et non seulement quand nous parlons de l'exploitant, des exploitants agro-pastoraux, y compris l'État. L'État congolais. L'État congolais aussi, il est parmi les exploitants agro-pastoraux. Parce qu'au sein de l'État, quand nous parlons l'État, c'est-à-dire que non, l'État de tous les pays du monde. Donc, dans le sens où, dans chaque gouvernement, il y a toujours les ministères
de l'Agriculture, il y a le ministère de Pêche et Élevage. Et les trois ministères forment ce qu'on appelle les secteurs agro-pastoral. Et c'est pourquoi nous disons que l'État aussi, c'est un exploitant agro-pastoral. Et nous, chambre ou bureau d'études de ces secteurs, nous sommes là que pour les accompagner, les assister. Donc voilà l'existence ou bien voilà la présence du droit dans ces secteurs-là agro-pastoral. On va revenir sur cet aspect du droit, mais vous avez tantôt dit que la chambre juridique agro-pastorale que vous pilotez s'étend également non seulement au niveau africain, mais également sur le plan international ou mondial. Comment vous faites? Et la sphère de vos activités n'est pas restreinte. Comment vous faites pour aller jusqu'au plan international? Voilà. Sur le plan international, comment on fait? Nous pouvons avoir un exploitant agro-pastoral qui veut peut-être venir faire ses activités au Congo-Brazza, par exemple. Et nous pouvons les faciliter les tâches. Comment? C'est-à-dire, nous allons l'aider à obtenir tous les documents relatifs à ces activités. C'est-à-dire, l'accompagner pour qu'il puisse réaliser ses activités au pays où il veut œuvrer. Là, c'est un. Et par rapport aux organismes, on répond à certaines questions des organismes dans le cadre des projets liés au renforcement des capacités dans les secteurs agro-pastoral. C'est pourquoi je dis que non, nous ne sommes pas limités qu'en Afrique, nous sommes dans le monde entier et nous collaborons avec les organismes. Alors, lorsque les exploitants, puisque vous êtes en relation régulière, de manière régulière avec les exploitants agricoles, alors lorsqu'ils viennent vers vous, d'abord, j'aimerais savoir, c'est vous qui allez vers eux ou ce sont eux qui viennent vers vous? Oui, là c'est une bonne question. Par exemple, l'exploitant agro-pastoral d'un pays qui veut exercer des activités dans un autre pays, c'est l'exploitant là qui vient vers nous. Et il vient vers nous comme un consultant. Donc il vient et il nous prend comme consultant en matière. Et nous, à notre disposition, nous lui remettons l'arsenal juridique de ces pays-là concernant les secteurs agro-pastoral. Et il y a des moments où nous venons vers les exploitants agricoles. Par exemple, les États. Et là, on vient dans le cadre des propositions, des projets, des lois, des propositions, des décisions à prendre pour les secteurs agro-pastoral. Donc voilà. Alors, vous parlez des textes, parce que ce sont des textes qui doivent régir cette matière. Ces textes sont identiques pour les exploitants qui vivent en République démocratique du Congo, sur le plan africain et aussi sur le plan international. Ce sont des textes identiques où chaque législation chaque pays a sa législation propre? Ça dépend de chaque législation de chaque pays. C'est-à-dire que d'abord, avant de proposer des textes de loi auprès des États, on a toujours l'habitude de jeter coup d'œil à leur législation, c'est-à-dire se conformer à leur législation. Et c'est au vu de cela que nous proposons aux États les propositions liées à ces secteurs. Alors, de manière générale, quelles sont les doléances des exploitants lorsqu'ils font appel à vous? Voilà. Actuellement, nous sommes butés à des problèmes sérieux et ces problèmes sont liés au conflit des terres
Les conflits des terres qui sont récurrents, voilà, un des problèmes voilà. graves que l'on retrouve devant les cours et tribunaux d'ailleurs. Ah oui, oui, oui. Oui, c'est ce problème-là qui est vraiment... ce n'est pas seulement qui nous dérange, nous, comme bureau d'études, mais qui dérange aussi les exploitants agro-pastoraux. Et ce problème est dû à quoi? Souvent, il y a des conflits entre les exploitants eux-mêmes. Il y a aussi des conflits entre les exploitants agro-pastoraux et l'État. Les zones peut-être réservées les zones agricoles. Et demain, vous allez constater que ces zones sont transformées en lotissements. Et qui sont à la base de ces lotissements, très souvent, ce sont les chefs coutumiers. Voilà, c'est ces problèmes-là. C'est ces problèmes-là. Et si nous revenons au Congo, ce problème est vraiment fréquent. Et c'est comme ça que la Chambre est en train d'envisager une proposition de loi à soumettre aux députés pour la création de ce qu'on dit en droit du cadastre agricole. Le cadastre agricole. Voilà. Donc c'est votre souhait. C'est notre souhait. C'est ce que vous êtes en train de mijoter pour amener au niveau de la table de l'Assemblée nationale, à la plénière de l'Assemblée nationale. Ah oui. Mais lorsqu'il y a, très souvent quand il y a ces genres de conflits qui sont nés entre les exploitants eux-mêmes, très souvent c'est dû à quoi? Parce qu'ils font un travail identique. Oui. Un travail commun. Ces conflits, ça peut arriver un conflit de superficie, soit un conflit lié à qu'il y a un exploitant où la rivière passe sur son terrain, et l'autre n'arrive pas à bénéficier de cette rivière. Et donc il est obligé soit de mettre une barrière, soit de lotir carrément, même s'il n'a pas ce droit-là. Ah oui, c'est tous ces problèmes-là. Bien sûr, au niveau de la justice, au cours des tribunaux, on peut arriver à trancher. Mais nous, comme bureau d'études, nous sommes en train d'envisager comment régler de telles situations pour que chaque exploitant se retrouve dans ses droits et que chaque exploitant bénéficie de ses activités sans qu'il y ait beaucoup de dérangements. Donc voilà. Et le bureau d'études, qui est la chambre juridique agro-pastorale, a également prévu dans ses textes de mécanismes où on peut gérer ou résoudre l'affaire à l'amiable. Nous sommes dans le cas des exploitants agricoles entre eux. Nous sommes d'office un centre d'arbitrage pour les secteurs agro-pastoral. Et en cas il y a des conflits entre les exploitants, on nous fait appel et puis on tranche. Mais vous avez également parlé des conflits entre les exploitants et l'État congolais. En ce moment-là, comment ça se fait? Oui, là c'est aussi sérieux entre l'État congolais et les exploitants. L'État congolais aussi, comme exploitant agro-pastoral, il arrive qu'à un moment, il n'arrive pas à répondre aux besoins des autres exploitants agricoles. Je peux vous donner les cas, comme on est au Congo, les cas de Daipen. Daipen en Sélé. Voilà. C'était en Sélé. En Sélé, oui. Et si vous constatez aujourd'hui, Daipen n'a plus sa zone agricole. Et ce qui reste chez Daipen, c'est le bâtiment. Mais la zone agricole de Daipen, ça n'existe plus. Bien que ce soit une structure appartenant à l'État. Voilà. Et tout ça, pourquoi? Parce que l'État a accepté qu'il y ait les lotissements dans cette zone. Or, avant d'accorder ou bien avant d'autoriser qu'il y ait les lotissements, il fallait d'abord déplacer cette zone pour un autre endroit. C'est que l'État n'a pas pensé. Donc vous voyez, ce sont des choses qui doivent être réglées normalement, qui doivent être réglées. Aujourd'hui, Daipen n'arrive pas à répondre aux besoins de la population. Donc c'est ça le grand problème qui est. Je vais encore vous démontrer aussi. Il y a dans des provinces de fermes
abandonnés. Mais le qu'on appelle en droit des biens sans maître. Les biens sans maître. Et aujourd'hui, ces biens sans maître se retrouvent entre les mains des particuliers. Et tout ça pourquoi? Parce que l'État a accepté que non, ces biens soient désaffectés. Alors que c'était que ça quitte le patrimoine de l'État, voilà, pour aller chez les privés. Et tout ça, c'est parce que l'État, qui est aussi un exploitant agropastoral, n'a pas pu mettre les mécanismes de sécurité pour protéger ces patrimoines-là. C'est là où nous sommes pour défendre et sécuriser tout ce qui est comme patrimoine du secteur agro-pastoral. Et donc vous êtes, comme vous avez dit, vous jouez à l'arbitrage. Voilà. Et donc maintenant, dans le cadre de vos prérogatives en tant que bureau d'études de la Chambre, à part certaines autres difficultés que vous avez essayé d'énumérer ou de relever, est-ce qu'il y a-t-il encore d'autres obstacles majeurs qui vous empêchent ou auxquels vous êtes buté par rapport à ce que vous devez faire dans le cadre de la Chambre? Ou dire qu'il y a obstacle, non, parce que nous sommes, on n'a pas de difficultés, parce qu'on n'a pas de difficultés parce que c'est une structure créée par nous et on a créé cette structure avec nos propres efforts et avec notre intelligence. Et nous ne pouvons pas aujourd'hui dire que non, nous avons des difficultés, non. Peut-être les difficultés qu'on peut avoir, ça peut être des difficultés physiques et financières quand le corps ne répond pas. Et financier peut-être quand on n'a pas de moyens pour arriver dans des endroits où les exploitants agro-pastoraux ont besoin de nous. Mais du moins, on fait l'effort pour répondre à tout cela parce que ça a été créé par nous et on a mis tous les mécanismes possibles pour arriver au résultat. Mais vous avez évoqué le cas de Daïpen, puisque nous sommes en train d'évoquer ces genres de questions, parce que le chef de l'État, vous l'avez relevé, à prendre l'autosuffisance alimentaire. Alors, aujourd'hui, dans notre pays, il doit y avoir justement un fonds parce que le grand problème se situe au niveau des fonds qui doivent être mis en place pour accompagner ces secteurs. Est-ce qu'il existe un fonds dans notre pays, un fonds alloué dans ce secteur agricole? Oui, là c'est très important, M. Nico, c'est un point très important. Je crois qu'il y a eu remaniement, il n'y a pas même 2 semaines. Il n'y a pas 2 semaines. Les ministres, il y a maintenant un nouveau ministre chargé à l'agriculture. Je crois qu'on aura du temps de le voir pour parler avec lui, afin qu'il puisse discuter au sein du Conseil des ministres, qu'on accorde à ces secteurs un fonds de promotion pour les secteurs agro-pastoral. Comme ça se passe avec le fonds de promotion pour l'industrie et aussi d'autres Ce fonds est très important. Pourquoi? Ça va permettre à l'État congolais d'identifier chaque exploitant agro-pastoral. Et à ce moment-là, l'État aura la facilité de financer et de contrôler l'exploitant agro-pastoral dans ses activités. Et voir aussi la production de chaque exploitant selon la consommation. Je crois que non, c'est un point très important. Et ces fonds-là peuvent aider aussi à l'État congolais à s'élever pour faire face à ces problèmes liés à l'autosuffisance alimentaire. Mais est-ce que les grands problèmes qui se posent dans ces secteurs, ce n'est que le problème relatif au financement, ou il y a encore d'autres problèmes qui doivent préalablement être réglés ou résolus? Non, il y a un problème de législation. Là, il faut lui dire la vérité.
Un Dans ces problème de législation. secteurs, il n'y a pas, le législateur n'a pas vraiment beaucoup légiféré. Je peux vous dire que non, il y a une loi de 2011 sur l'agriculture. Mais quand vous lisez la loi, vous allez voir que non, la loi ne fait pas allusion à l'élevage. Donc, au Congo, on n'a pas une loi sur l'élevage. Mais là, la responsabilité vous revient aussi, vous en tant que praticien du droit, en tant que juriste, en tant qu'avocat, de pouvoir proposer justement... Mais là, vous donnez la réponse. Vous donnez la réponse à votre question. D'où vient et à quoi vient faire les droits dans ces secteurs agro-pastoraux. Voilà, c'est ça la réponse. Problème de législation. Voilà, vous répondez directement. Ce n'est pas pour rien nous sommes là. Nous sommes que pour répondre à cela. Voilà, on a un problème sérieux au Congo. Un problème sérieux. Dans d'autres pays, c'est une situation qui est réglée. Mais chez nous, jusque-là, il n'y a pas une loi sur l'élevage. Mais on va commencer par où? On doit d'abord commencer à légiférer. On ne peut pas créer ces fonds, les fonds de promotion agro-pastorale, sans qu'il y ait une loi, sans qu'il y ait des mécanismes. Et qui peut initier? Non, bon, vous et moi, vous connaissez bien que non, la loi peut venir du député, c'est-à-dire la personne qui est ou soit du gouvernement. Ça peut être une proposition d'un député, ça peut être une proposition du gouvernement. Et nous allons tout simplement concevoir, nous ferons par tous les moyens pour entrer en contact avec les députés et aussi entrer en contact avec le gouvernement pour en discuter sur ça. Sur les biens fondés de cette proposition portant législation en matière agricole en République démocratique. Oui, effectivement, il y a un projet de 2022. Je crois que c'est le sénateur Bahati qui a eu à proposer, mais c'est un projet qui est encore en étude. Mais en lisant ces projets, on a remarqué encore des insuffisances qui permettent à aller en profondeur. Aller en profondeur. Alors, on aura encore du temps de discuter avec, si les sénateurs vont nous accorder l'audience, de discuter avec lui sur ça et aussi voir un peu comment on peut discuter avec la commission chargée d'études, d'analyse de ces projets. La commission au niveau du Parlement. Voilà, mesdames, messieurs, nous sommes en train de poursuivre avec votre magazine Droit pour tous. Et aujourd'hui, Droit pour tous s'est appesanti sur la question de la chambre juridique agro-pastorale dont l'initiateur est sur ce plateau et qui est en train de donner des réponses par rapport à cette chambre juridique. Je parle donc de Maître Kapetamboyo. Et Maître Kapetamboyo, parce que vous avez évoqué également tout à l'heure votre relation ou la manière dont vous êtes consulté, non seulement sur le plan africain, mais aussi sur le plan international. Mais quand vous regardez la législation, les textes qui organisent la matière agricole sur le plan africain ou ailleurs, et tout à l'heure, vous parliez du manque de législation dans notre pays. Comment vous faites pour contourner justement ce problème du manque de législation? Bon, c'est comme ça. Je venais de vous dire que nous sommes là pour proposer, pour accompagner. Et parmi les exploitants agro-pastoraux, il y a l'État proposez et puis vous accompagnez. Voilà. Mais tout en sachant qu'il y a une difficulté qui est justement ces problèmes de législation. Bon, ces problèmes-là n'est pas seulement au Congo. Ailleurs aussi, vous allez trouver, dans d'autres pays d'Afrique, vous pouvez trouver aussi ces mêmes problèmes. Mais au Congo particulièrement, je venais de vous dire que non, nous sommes en train de se préparer pour un projet qu'on va soumettre acquis des droits. Quand nous disons acquis des droits, c'est-à-dire la personne qui est mieux placée pour présenter ces projets devant le Parlement.
Et ça peut être les députés, donc ou les encore parlementaires, le gouvernement. ou les gouvernements. Et c'est là, c'est pour combler cette difficulté-là d'insuffisance de législation en matière agro-pastorale en République démocratique du Congo. Parlons quand même des objectifs. On n'en a pas évoqué tout au long de cette émission. Les objectifs poursuivis par la Chambre juridique agro-pastorale. Oui. Quand vous parlez des objectifs, on voulait vous dire que non, notre problème, c'est de faire face à ces fléaux d'autosuffisance alimentaire. Vous l'avez déjà d'ailleurs évoqué. Voilà, c'est ça le problème. C'est ça le problème. Tu sais, aujourd'hui, on parle de la guerre, mais la guerre, la guerre alimentaire est plus mauvaise que toute autre guerre. C'est ça le problème. Il faut y arriver à répondre à cela. Mais pour y arriver, il faut que ce secteur agro-pastoral soit vraiment bien encadré. Et comment l'encadrer? C'est par des mécanismes, c'est par des structures qui doivent accompagner ces secteurs. Voilà un peu notre objectif, c'est faire face à ces fléaux d'auto-insuffisance alimentaire. Et aujourd'hui, les Congolais peuvent être fiers d'avoir une chambre juridique agro-pastorale qui les accompagne. Quand je parle des Congolais, donc je fais allusion justement aux personnes qui évoluent dans ce secteur, les exploitants agro-pastoraux. Effectivement, je crois que les Congolais, tout Congolais conscient doit être fier. Pourquoi? Tu sais, aujourd'hui, pour aller prendre un prêt à la banque, il faut faire des activités commerciales. Mais c'est rare qu'on donne aujourd'hui un prêt pour des activités liées à l'agriculture, à l'élevage ou bien à la pêche. Alors que les banques là attendent que les gens viennent les solliciter pour ces activités-là. Mais la plupart des Congolais ne savent pas de ça. Et aujourd'hui, avec la Chambre juridique agro-pastorale, nous pouvons accompagner les Congolais à prendre les prêts pour leurs activités agro-pastorales. C'est une fierté. Et vous allez les accompagner, vous allez les orienter, vous serez derrière eux. Quand nous disons que nous allons les accompagner, c'est quoi? C'est-à-dire, nous serons avec eux pour faciliter à ce que le banquier puisse leur accorder ces prêts-là. Mais après avoir accordé les prêts, nous allons les assister pour qu'ils soient en mesure d'obtenir l'objectif, c'est-à-dire de réaliser le projet. Et à notre niveau, nous les accompagnons de la production jusqu'à la consommation. Et on va les accompagner quand on parle jusqu'à la consommation, c'est-à-dire on passe par la commercialisation. Donc voilà un peu. Alors lorsque vous les accompagnez, lorsque vous allez les accompagner, cela veut dire que vous êtes fixé un certain minimum, des critériums ou des critères. Je ne pense pas que vous allez les accompagner comme ça. Quels sont les critères que vous mettez en place, vous, Chambre juridique agricole, les critères sur lesquels vous vous basez pour prendre cet engagement-là? Oui, je crois que c'est simple. L'exploitant qui veut venir, il amène son dossier, on prend le temps d'étudier les dossiers. Donc la Chambre prend le temps d'étudier les dossiers. Voilà les dossiers pour savoir si la personne est capable ou est habilité de contracter un prêt. Si nous voyons que non, il est dans le critère. Et les critères dépendent de la personne qui lui donne le prêt. C'est la banque ou bien les banquiers qui fixent. Qui fixe le montant. Qui fixe le montant et qui détermine aussi les critères. Et donc vous, à votre niveau, vous avez des critères dont vous avez arrêté. Mais lorsque vous arrivez au niveau de la banque, vous trouverez également d'autres critères qui sont
imposés par le banquier? Non, ce n'est pas qu'à notre niveau, nous avons des critères. Non, on n'a pas de critères fixés. Nous dépendons des critères fixés par les banquiers. C'est les banquiers qui présentent les critères. Et ces critères, lorsqu'ils arrivent chez nous, nous étudions les dossiers de personnes qui viennent nous solliciter. Et quand nous constatons que non, la personne répond aux critères du banquier, et à ce moment-là, nous prenons la personne pour le présenter chez les banquiers. Et lorsque vous présentez la personne, l'exploitant qui veut bien obtenir ce prêt, est-ce qu'il y a, qu'on appelle des gages? Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on demande ou c'est vous, en tant que chambre, qui prenez cet engagement-là? Non, la chambre ne prend pas l'engagement. La chambre n'est qu'un bureau d'assistance. La chambre n'est qu'un bureau d'assistance. Mais les critères d'engagement, c'est entre la personne qui donne le prêt et celui qui reçoit le prêt. Et en cas de non-exécution ou de non-remboursement dans le délai, est-ce que vous avez déjà aussi connu ces genres de situations? Mais c'est comme on les fait dans l'usage. On a toujours l'habitude de les faire dans le sens là. C'est-à-dire que non, en cas de non-remboursement, je crois que non, les banquiers, la personne qui donne les prêts, il sait comment il peut aussi se sécuriser. Ou la personne... Mais la chambre est là pour faciliter aussi qu'il y ait compréhension entre les deux parties. Donc la chambre ne se limite pas à présenter la personne auprès du banquier pour percevoir les prêts. Non. La chambre va continuer jusqu'au remboursement total du prêt. Mais il vous reviendra aussi à vous de suivre de très près, disons, la vie ou bien ce que fait la personne qui vient obtenir ce prêt. C'est pourquoi je vous dis que non, lorsque la personne vient se présenter devant nous, on prend le temps d'étudier les dossiers avant de présenter ces dossiers auprès du banquier. Et là, ce sont des garde-fous que vous mettez aussi. Oui, nous ne pouvons pas, pour notre crédibilité, nous ne pouvons pas présenter une personne chez les banquiers sans être sûr de son dossier. Alors, on va terminer. On nous fait signe qu'il nous reste moins de temps pour finir. Mais vous avez évoqué à un moment donné ce problème des... comment on appelle ça? Des ventes des terrains, de concessions qui appartiennent aux exploitants agricoles. Voilà, des cas d'expoliation. Est-ce que c'est récurrent? C'est un problème récurrent qui rencontre les exploitants? Ah oui. Ça, c'est un problème sérieux actuellement au Congo. Mais non seulement au Congo, mais dans d'autres pays. Mais au Congo, si je peux vous dire que non, l'État a au moins, les études de la Chambre avec les experts du ministère de l'agriculture, non, de pêche et élevage, ont établi que non, l'État a au moins 500 fermes abandonnées. 500 fermes abandonnées. Oui. 500 fermes qui s'en occupe? On ne sait pas. 500 fermes abandonnées pour toute la République démocratique du Congo. Où on n'exploite rien. Mais par contre, ces fermes font l'objet d'expoliation. Fait l'objet d'expoliation. C'est pourquoi, avec l'actuel ministre de l'Agriculture et le ministre de Pêche et Élevage,
nous serons obligés de les contacter pour voir dans quel mécanisme on peut réhabiliter ces 500 fermes. Soit l'État prend la décision de réhabiliter pour commencer l'exploitation, soit il donne ça au privé, à part leur octroyer les moyens à travers les fonds de promotion agro-pastorale, et que nous voulons que l'État puisse penser à ça. Je crois que non, les 500 fermes abandonnées pour la République, et si on fait la totalité de la production, ça sera une bonne chose pour le gouvernement dans ces secteurs. Mais est-ce que vous avez eu à identifier ces 500 fermes abandonnées dont vous faites allusion? Nous avons les rapports. C'est suite à ces rapports que nous disons ce que nous sommes en train de dire. Voilà, Maître Kapeta Mboyo, nous arrivons à la fin de notre échange aujourd'hui. Mais avant de nous séparer, la matière à aborder, elle est tellement abondante qu'on ne saura pas, vu le temps qui nous est imparti. Mais pour aujourd'hui, déjà nous promettons, et vous promettez également à nos téléspectateurs, que vous reviendrez sur ce plateau pour continuer cet échange, parce qu'il y a beaucoup de points sur lesquels nous devrions échanger. Sur la Chambre, on n'en a pas évoqué, faute de temps, mais pour clore aujourd'hui, un message à un exploitant agricole qui nous regarde en ce moment et qui est en train de voir comment est-ce que la Chambre juridique agricole, agro-pastorale plutôt, est en train de se poumonner justement pour les aider. Oui, nous allons dire à l'État congolais, qui est aussi un exploitant agro-pastoral, que nous oublions. Voilà, de nous accompagner aussi dans cette charge qu'on a accepté de prendre, et aussi d'être attentif à tout ce que nous proposons. Je crois qu'on n'est pas parfait, ou bien les œuvres, ou bien nos propositions, ça ne va pas seulement... Ce n'est qu'une œuvre humaine. Voilà, imparfaite. Voilà. Mais ce qui est important, c'est de créer l'espace d'échange. C'est important. Nous sommes sur terrain. Et il n'y a que nous qui peuvent venir vers vous pour vous donner ce que nous voyons sur terrain. Et cela, ça va aider non seulement l'État congolais, mais la population congolaise. Donc voilà. Voilà. Merci beaucoup, Maître Kapeta Mboyo, pour vos réponses qui ont éclairé la lanterne de nos téléspectateurs. Nous espérons que nous vous aurons encore ici sur ce plateau. Merci beaucoup, M. Nico. Voilà, mesdames, messieurs, chers téléspectateurs amoureux de votre magazine Droit pour tous, nous arrivons à la fin de notre échange d'aujourd'hui qui était focalisé sur la Chambre juridique agro-pastorale en République démocratique du Congo. Désormais, vous allez vous habituer à cette chambre, vous exploitants agricoles, que vous soyez en République démocratique du Congo, en Afrique ou encore sur le plan international, mondial, eh bien, la Chambre juridique agro-pastorale est là pour vous. En tout cas, nous étions très contents d'avoir son initiateur sur ce plateau et nous espérons que prochainement, nous aurons encore le privilège de l'avoir sur ce plateau pour continuer à échanger autour de la question. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve prochainement. Au revoir. Merci.